Après le tour d'horizon de l'actualité et du sport, place à présent à l'un des temps forts de cette matinale. Mesdames et messieurs, c'est bien sûr la rubrique, l'invité de votre émission, la matinale. Vous le savez, la jeunesse représente aujourd'hui plus de la moitié de la population béninoise. Entre ambition individuelle, programme public et réalité locale, une interrogation persiste. Les jeunes s'approprient-ils réellement les politiques publiques qui leur sont destinées? Comment passer d'une jeunesse bénéficiaire à une jeunesse véritablement actrice du développement? Pour en parler ce matin, nous recevons M. Max Franck Arouanchinou. Il est économiste financier, consultant international, chef d'entreprise et deuxième adjoint au maire de la commune de Zanyanado. Bonjour, M. Franck. Bonjour, Madame Mireille. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Plaisir partagé. Merci. Alors, entrons directement dans le cœur de ce sujet qui nous réunit ce matin. Lorsqu'on parle de politique publique en faveur de la jeunesse béninoise, de quoi parle-t-on concrètement aujourd'hui? Voilà, je pense que abordant la question, il faut d'abord dire que lorsque nous abordons la thématique de la jeunesse, nous faisons recours ou référence à toutes ces personnes qui se situent quand même entre l'âge de 18 ans et 35 ans. Et si nous voulons un peu plus être plus large, il faut aller vraiment un peu plus bas, de 15 ans, et aller jusqu'à plus. Parce que la question de la jeunesse ne se situe pas seulement par rapport à la thématique de l'âge. Lorsque nous parlons de tout ce qui est actif, et qui pourrait vraiment jouer son rôle pour contribuer à la richesse de la nation. On peut aussi parler de la jeunesse. C'est pour ça qu'en abordant cette question, nous avons souvent l'habitude de prendre des personnes adultes aussi qui agissent dans le cadre de la thématique de la jeunesse. Mais lorsque nous abordons la question de la politique publique, et tous les pays ont des orientations stratégiques qu'ils essaient d'utiliser pour pouvoir adopter un certain nombre de plans et de programmes. Et en ce sens, au Bénin, je pense que nous avions aussi des orientations stratégiques. Et parmi ces orientations stratégiques, la jeunesse se trouvant à une très bonne place dans le cadre des résolutions qui sont prises au sommet de l'État, il y a une politique nationale qui concerne la jeunesse au Bénin. Et nous pouvons dire que dans cette politique, et par rapport à la dernière qui s'achève en 2025, il y a un certain nombre d'axes qui sont pris en compte. Par exemple, l'éducation et la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat, l'engagement et la citoyenneté qui se matérialisent par des programmes de volontariat au niveau national et des renforcements de leadership de la jeunesse, et aussi le quatrième axe qui est en fait la santé et la protection. Tout ceci qui pour contribuer en fait au bien-être de la jeunesse et pour mobiliser les jeunes à contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, M. Franck Arouanchinou, au-delà des dispositifs existants, la question centrale reste celle justement de leur appropriation. Alors, selon vous, sommes-nous face à un déficit d'opportunité ou plutôt à un déficit d'appropriation par les jeunes eux-mêmes en question? Voilà, en fait, lorsque nous parlons d'appropriation, il faut aussi savoir par quelle manière, par quelle méthode ces politiques ont été conçues. Et en termes d'appropriation, il est toujours bien que, en voulant concevoir ces politiques publiques, que la jeunesse soit impliquée, que l'on les consulte déjà au moment où les politiques sont en train d'être conçues. Et en ce moment-là, dans la mise en œuvre, l'appropriation est souvent plus facile. Et donc, ce que nous constatons souvent au niveau de la jeunesse, c'est qu'ils n'ont pas souvent l'information sur un certain nombre de programmes publics et ils ne sont pas souvent impliqués de la manière où il faut lors de la concession de ces programmes. Et donc, pour la mise en œuvre, l'appropriation est difficile et ils ne participent pas souvent à la mise en œuvre de ces programmes. Et aussi en tenant compte du fait que peut-être un certain nombre de difficultés ou d'obstacles qui vivent souvent face à ces politiques, il est normal qu'on puisse trouver des moyens, des méthodes adaptées pour que ces politiques soient mises à disposition pour leur appropriation effective.
D'accord. Vous étiez en train de le dire, hein, car pour s'approprier une politique publique, encore faut-il en comprendre justement les mécanismes. Alors, les jeunes maîtrisent-ils réellement le fonctionnement institutionnel qui encadre ces politiques aujourd'hui? On ne peut pas dire qu'ils maîtrisent, mais il faut d'abord voir, comme j'avais abordé tantôt, la question de l'information. Aujourd'hui, par rapport aux méthodes qui sont utilisées lorsque les politiques sont validées, adoptées, il y a l'étape de la vulgarisation. Et au niveau de cette vulgarisation, est-ce que les politiques ou bien les institutions utilisent les méthodes les plus adaptées aujourd'hui? Parce que le monde a évolué, les jeunes ne sont plus tellement attachés à la documentation, à lire les documents, à suivre la télé, et ils sont toujours accrochés à leur smartphone. Et donc, à partir de cet instant, il faudrait que les politiques, lorsque ces politiques qui les concernent en réalité, qui concernent les jeunes en réalité sont adoptées, que l'on trouve les moyens pour, simples et adaptés pour effectivement les amener à suivre et à maîtriser le contenu de ces politiques à travers les smartphones. Je pense que le gouvernement en place est en train de faire un effort vraiment important en ce qui concerne le numérique. Et donc, il est question maintenant de voir quelles sont les capacités de ces jeunes, effectivement, à s'accrocher en fait au numérique à travers les différents canaux que le gouvernement utilise actuellement pour informer. Et à partir de ce moment-là, on pourrait parler de maîtrise si vraiment ils sont intéressés par les politiques. D'accord, vous êtes également élu local, comme je le disais, donc au contact direct des réalités du terrain, si je peux le dire ainsi. Alors, constatez-vous un fossé entre la conception des politiques publiques au niveau central et leur réception dans les communes? Oui, parler de fossé, c'est peut-être trop dit, mais il faut dire que lorsque les politiques sont conçues, leur mise en œuvre est le défi le plus important. Et dans la mise en œuvre, lorsque par exemple on parle de politique d'emploi, on parle de politique de l'entrepreneuriat et tout ça, ces actions, il est prévu dans les politiques un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de résultats qu'il faut atteindre. Mais dans la mise en œuvre de ces documents stratégiques, le plus souvent, on constate que les résultats qui devraient être atteints sur le terrain, en réalité, ne sont pas souvent atteints dans la mise en œuvre de ces différents programmes ou projets. C'est là où je peux dire que ce qui est sur le terrain ne reflète pas toujours ce qui est prévu dans la conception de ces documents. Et donc, en tenant compte peut-être du fait que nous sommes encore plus proches du terrain aujourd'hui, il y a les communautés, les collectivités en fait qui agissent au profit de ces jeunes-là à travers un certain nombre d'actions. Et je peux dire que la participation, par exemple, à l'éducation, à travers la construction des salles de classe, à travers le soutien aux programmes sportifs, aux programmes culturels, au niveau des communautés, au niveau des localités, constituent en fait des efforts que les collectivités mènent pour pouvoir accompagner, comme on appelle les jeunes, au-delà des programmes que l'État central mène pour accompagner les jeunes. Il faut dire aussi que à travers ces programmes de l'État central, les communautés aujourd'hui, les communes, l'administration locale, avec l'appui d'un certain nombre de partenaires aussi, conçoivent un certain nombre de projets qu'ils mettent en œuvre au profit des jeunes. Voilà. Alors maintenant que le diagnostic est bien évidemment posé, intéressons-nous à présent aux solutions. Quels sont, selon vous, justement, les véritables leviers permettant aux jeunes de s'approprier des politiques publiques qui existent aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la jeunesse, oui, il faut dire que tous les jeunes ne sont pas alphabétisés. Exactement. Quand nous parlons de la jeunesse, nous sommes au Bénin, il y a des zones rurales, il y a des zones urbaines. Exactement. Et lorsque nous sommes, nous sommes au niveau des zones rurales, après la formation d'un certain nombre de jeunes, ils se ruent pour aller au niveau des villes, et puis au niveau des zones rurales, c'est des jeunes qui sont peut-être moins alphabétisés, qui sont moins instruits, qui sont là-bas. Et donc, si nous voulons parler globalement des solutions, nous allons tenir compte de ceux qui sont
effectivement instruits, qui ont des diplômes, qui sont à l'université, mais aussi on doit aussi parler de ceux qui sont dans les milieux ruraux ou bien même dans les zones urbaines aussi, mais qui ne sont pas instruits, où il faut trouver des mécanismes en fait de formation au-delà de la formation conventionnelle, des formations techniques, des formations professionnelles pour faciliter l'insertion de ces jeunes-là dans, comment on appelle, dans la vie active. Alors, est-ce que dans ce sens, des actions concrètes sont menées déjà? Oui, je pense que si nous prenons déjà même la politique publique liée aux jeunes, il y a l'entrepreneuriat qui constitue aujourd'hui l'enseignement technique et comment on appelle l'insertion des jeunes, qui constitue un axe très important que le gouvernement utilise aujourd'hui pour, comment on appelle, appuyer la jeunesse. Et il y a aussi l'entrepreneuriat. Et donc, ces deux volets permettent aujourd'hui à ce que l'insertion professionnelle des jeunes qui sont même, comment on appelle, déscolarisés à un niveau donné, puissent se retrouver encore dans le système économique, comment on appelle, de la production pour le pays. Et donc, en termes de solutions, il faut aussi dire qu'à travers la formation, il faut aussi amener les gens à exercer ce qu'ils ont appris. Donc, aujourd'hui, le défi, c'est pas seulement former, mais c'est aussi effectivement amener ces jeunes à appliquer ce qu'ils ont formé ou bien à apprendre, comment on appelle, exercer ce qu'ils ont appris au niveau des centres d'apprentissage ou bien des centres de métier. Et c'est là où le grand défi est actuel. La belle preuve que la formation joue un rôle souvent déterminant. Alors, l'éducation civique, économique et aussi citoyenne est-elle suffisamment intégrée dans nos parcours éducatifs? Vous venez de toucher un point très très important. Aujourd'hui, je me souvenais que par le passé, au cours primaire, on parle de l'éducation patriotique, l'éducation civique et tout ça. Aujourd'hui, il y a la citoyenneté n'est plus quelque chose que la jeunesse prend en compte dans sa vie active. Et malgré qu'au niveau des politiques, l'AS 3 qui parle de leadership et qui parle de citoyenneté et l'engagement des jeunes, on ne ressent pas encore cela au niveau de la formation des jeunes. Parce que la vie ne s'arrête pas seulement à l'économie. La gestion de la cité concerne tout le monde. Et donc, pour y participer, il faut déjà, comment on appelle, s'attacher ou bien marquer sa volonté d'apprendre, en fait, tout ce qui est lié au militantisme par rapport à la citoyenneté. Comment est-ce que si un jeune dans sa localité n'a pas la formation sur le leadership, n'a pas la formation sur la citoyenneté, n'a pas la formation sur l'engagement citoyen, et même à ce niveau-là, comment est-ce qu'il peut mener une action de veille sur ce qui se passe dans sa localité? Il ne pourra pas. Et donc aujourd'hui, par le passé, on note qu'il y a cela, et donc aujourd'hui, les jeunes ont besoin, comment on appelle, qu'on puisse les appuyer, qu'on puisse les orienter pour qu'effectivement, ils puissent apporter, comment on appelle, leur contribution à la gestion de la cité en tenant compte de ces formations liées à la citoyenneté pour participer en fait à la gouvernance de la localité. Alors, devant tout ça, est-ce que les collectivités territoriales disposent-elles réellement des moyens nécessaires pour impliquer la jeunesse? Voilà. À ce niveau-là, quand nous parlons de moyens, il faut dire que les ressources surtout. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'au niveau des collectivités locales que les ressources existent parce que déjà la question de la mobilisation des ressources au niveau des localités pose déjà un grand problème pour même mettre en œuvre un certain nombre d'actions urgentes et prioritaires. Et donc, parler des ressources existantes, il n'y en a pas pratiquement parce que les communes, comme on a peine encore à trouver comment est-ce qu'il faut mobiliser des ressources propres pour ajouter cela au transfert qu'ils ont eu peut-être de l'État central ou bien à travers des partenariats avec des bailleurs, par exemple. Ils peinent à trouver des ressources. Donc, il devrait avoir une question d'association. Après, la volonté des
comment on appelle, des autorités au niveau local et la volonté aussi des jeunes. Parce que, imaginez un instant que un responsable comme autorité au niveau communal décide de renforcer les capacités des jeunes et dit, bon, ok, j'ai trouvé une salle, j'ai un thème et je pense quand même impliquer les jeunes dans le cadre des actions que je vais mener, par exemple, dans les 6 prochains mois, dans les 12 prochains mois. Les jeunes arrivent, mais vont peut-être exiger qu'on leur donne peut-être des PDM, qu'on leur donne peut-être des trucs. Ils sont habitués peut-être à une facilité comme ça. Alors que leur contribution aussi, c'est de venir à ces séances-là, peut-être écouter, contribuer, échanger, et que maintenant on puisse les associer en fait à la mise en œuvre de ces politiques, de ces actions au niveau communal. Donc, s'il y a des exigences que l'autorité au niveau communal ne pourrait pas faire face au vu des exigences de ces jeunes-là, à cause de ça, il peut ne pas définir ou bien programmer une telle séance, une telle activité, un tel séminaire qui pourrait permettre de renforcer les capacités de ces jeunes. Donc, c'est pourquoi je suis en train de parler d'association. Il y aura la volonté de l'autorité de pouvoir impliquer, mais il y aura aussi la volonté des jeunes de ne pas être trop exigeants par rapport aux moyens, aux ressources qu'on va y mettre. L'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif de partager tout ce qu'il y a comme contrainte, tout ce qu'il y a comme réalité au niveau de la localité et maintenant décider ensemble des solutions qu'il faut et qui sont des solutions adaptées auxquelles eux-mêmes ils participent. D'accord, monsieur Max Franck Arwantinou. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'engagent via précisément les réseaux sociaux. Alors, comment transformer cet engagement numérique ou militant en participation structurée, j'y arrive, aux décisions publiques? Voilà. Je pense que le monde a avancé. Aujourd'hui, on ne peut pas refuser à la jeunesse de s'accrocher en fait à tout ce qui est digital, à tout ce qui est numérique. Mais malgré cette avancée, malgré cette volonté, il y a encore des jeunes au niveau de la population qui peinent à maîtriser l'outil informatique, qui peinent à maîtriser le numérique, qui peinent encore à agir à travers le numérique. Ça veut dire que certains sont des privilégiés. Est-ce que je vais dire privilégiés parce qu'ils ont rapidement eu la chance, comme on appelle, d'être à ce niveau. Mais lorsque on va dans certains environnements au niveau du pays, par exemple, actuellement, tu peux donner le portable, le smartphone à des jeunes, mais qui sont incapables peut-être d'agir. Donc, au niveau des localités, il est normal aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a des centres multimédia qui se créent par exemple dans certaines localités pour amener des jeunes à s'intéresser à l'informatique, à s'intéresser au smartphone et à un certain nombre de programmes de jeunes au niveau de certaines localités. Ça pouvait être généralisé et ça permettrait en réalité à ceux qui n'ont pas accès en fait à cet outil-là d'avoir accès à cela. Au niveau par exemple, vous allez trouver qu'il y a dans des écoles privées, dans certaines écoles publiques, bien des collèges, qu'on appelle des centres informatiques qui se créent pour amener les gens au-delà des cours, s'intéresser à l'IA par exemple, et trucs. Et puis tout ça, ça contribue en fait à généraliser en fait la maîtrise et l'outil, comme on appelle, du numérique. Ce qui faciliterait en fait, comme on appelle, la vulgarisation, par exemple au niveau national ou bien au niveau des localités, des programmes, comme on appelle, de jeunesse. Voilà. Alors, monsieur Franck Max Arwantinou, oui. J'essaie de faire l'inverse. Oui. Alors, votre regard d'économiste financier apporte en quelque sorte une lecture complémentaire. Oui. De nombreux programmes d'appui à l'entrepreneuriat existent. Alors, pourquoi tous ne produisent-ils pas des résultats ou encore les résultats attendus? Très bien. L'entrepreneuriat a un certain nombre de préalables. Absolument. On ne peut pas demander aux jeunes d'aller à l'entrepreneuriat simplement. Il y a des préalables. Les préalables, c'est les connaissances et les acquis en termes de formation par rapport aux capacités techniques, d'accord, la capacité managériale, c'est-à-dire de gestion. Parce que si même la personne est dans un domaine technique, je prends par exemple l'agriculture, il sait comment est-ce qu'il faut
mettre les pieds, les distances qu'il faut mettre entre les pieds d'acajou, par exemple, ou bien lorsqu'il est en train de faire le maraîchage, il sait comment est-ce qu'il peut avoir l'engrais, comment il faut mettre l'engrais, comment il faut mettre les semences et tout ça. Ça, c'est la capacité technique. Mais au-delà de la capacité technique, il y a la capacité managériale. D'accord. La capacité managériale, au-delà du terrain, il faut qu'il sache comment est-ce qu'il va gérer les ressources qu'il va faire. Sa capacité managériale. Il y a, au-delà de ça, la capacité entrepreneuriale. Parce que l'entrepreneuriat, les gens vont penser qu'il faut nécessairement avoir un grand capital, mais l'entrepreneuriat, il faut aussi trouver que c'est un progrès. Il faut savoir comment est-ce qu'il faut avoir la capacité entrepreneuriale, comment est-ce qu'il faut entreprendre, quelles sont les règles, quels sont les trucs là. Et aussi, la dernière compétence qui est nécessaire en matière de l'entreprise, c'est aussi ce que nous appelons la confiance en soi. La confiance en soi, donc la confiance en soi, comment est-ce qu'il faut être dans la société et les comportements qu'il faut avoir. Donc, en fait, ces comportements-là que nous pouvons ajouter aux trois autres permet en réalité aux jeunes d'entreprendre, comme on appelle, suffisamment comme il faut. D'accord. Devant tout cela, est-ce que vous pensez que les jeunes maîtrisent réellement les mécanismes de financement qui leur sont proposés? Justement, on parlait tantôt des capacités. Exactement. Bon, au-delà de ces capacités, il y a ce que nous appelons aussi la capacité financière. La capacité financière, c'est ça qui nous amène souvent vers les financements. Et lorsque nous prenons aujourd'hui le défi des jeunes en termes d'emploi, il y a les jeunes qui sont récupérés par l'administration, les fonctions salariales. Mais il y a les autres qui n'ont pas eu la chance d'aller dans une fonction salariale, mais qui sont obligés d'aller vers un emploi personnel, en tout cas vers l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat exige un financement. Les financements, si vous n'êtes pas informé des opportunités de financement, vous ne pouvez pas, comme on appelle, être financé. Il faut être d'abord informé des opportunités de financement. Il faut être informé. Oui, justement. Oui, en tant que jeune, il ne faut pas se lever et rester sur son lit tout le matin en train de jouer sur le truc là. Il faut se lever pour aller chercher là où se trouve l'opportunité. Les gens, ils savent que peut-être il y a des institutions qui financent les trucs là. Le temps qu'on perd sur le téléphone, on peut être en train de chercher au niveau des banques, comment, voilà, j'ai tel projet que je veux financer, comment est-ce que et demander des renseignements. Donc, le premier défi, c'est l'information, c'est aller à la source de l'opportunité. Mais pour ces financements, les jeunes sont face à un certain nombre d'obstacles. Par exemple, quand ils sont jeunes, ils n'ont pas les capacités de trouver les garanties qu'il faut pour satisfaire à toutes les demandes des institutions financières. Les pièces administratives qu'on demande, ils n'ont pas la possibilité de fournir tout ça. Et c'est peut-être la plupart de ces jeunes, c'est leur première fois qu'ils vont à une demande de crédit, à une négociation financière. Et donc, par rapport à cette négociation financière, n'ayant pas l'expérience qu'il faut, les institutions n'ont pas confiance pour dire, bon, c'est un primo-demandeur, donc on ne peut pas lui faire confiance. Et au-delà de tout ça, certains n'ont pas la maîtrise de l'activité qu'ils veulent financer et ils s'engagent. Et par rapport à ça, ils échouent souvent. Et au-delà de ça aussi, la demande de financement doit être associée à un plan d'affaires. On ne peut pas se lever simplement pour dire je veux avoir un financement, donc on va exiger un plan d'affaires. Comment est-ce que ces jeunes arrivent à élaborer ces plans d'affaires? Ils n'ont pas les compétences pour le faire. Donc il faut aller trouver des gens, des cabinets ou bien des personnes ressources pour les aider à faire. Pour le faire, ils ont besoin des ressources que les gens vont leur exiger. Ils n'ont pas souvent ces ressources. Lorsqu'ils n'ont pas les ressources, ils abandonnent. Donc voilà tout ce qu'il y a comme obstacle, tout ce qu'il y a comme contrainte pour empêcher en fait un jeune, qu'il soit volontaire aujourd'hui, de chercher à entreprendre. Et tout ça, il faut trouver des remèdes. D'accord. Comment est-ce qu'on peut développer une véritable culture de responsabilité économique chez les jeunes porteurs de projets? Alors, la responsabilité économique, déjà, un jeune qui a son projet et qu'il veut, comment on appelle, financer, c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes, c'est pour résoudre un certain nombre de besoins. Et la responsabilité économique dont on parle, c'est arriver à mobiliser, comment on appelle, à avoir les revenus nécessaires qu'il faut pour faire face à ces besoins. Et donc, au vu de ça, il faudrait que les projets
que les jeunes soumettent souvent en financement soit des projets bancaires, soit des projets qui peuvent être rentables, pour lesquels il peut avoir des retours sur investissement. Et lorsqu'il a ces retours sur investissement, il va essayer de les utiliser, soit pour épargner, permettre de supporter les coûts de logement, les coûts de la ration alimentaire et tout ça, l'habillement et tout. Et donc, il sera indépendant. Donc, sans revenu, les jeunes ne peuvent pas être indépendants. D'accord, monsieur Max, Franck Arwandjinou, nous tendons justement vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin. Justement, au-delà de l'économie, la question du pouvoir de décision reste centrale. Alors, la jeunesse est-elle aujourd'hui suffisamment représentée dans les instances décisionnelles locales? On peut dire aujourd'hui qu'on ne peut pas évaluer exactement, mais aujourd'hui, on sent la volonté des jeunes de participer à la gestion de la cité. Et donc, au vu de ça, moi, je pense que les jeunes ne veulent pas attendre les bras croisés pour dire qu'on va leur faire une place. Ils doivent s'organiser et ils doivent s'impliquer eux-mêmes, s'organiser entre eux, s'impliquer dans comment on appelle, les mouvements politiques, dans les partis politiques à un moment donné pour être représentés à des niveaux donnés, parce que les diplômes qui leur permettent de se retrouver au niveau des entreprises, au niveau des trucs là, ce n'est pas la même chose qui doit leur permettre de se retrouver au niveau de la mairie par exemple. Donc ils doivent s'organiser, faire ces formations de leadership, ces formations de militantisme pour se retrouver dans les partis et aussi être quelque part dans la décision. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il leur faut cette organisation-là. D'accord, monsieur Max. Franck Arwandjinou, quel message adressez-vous aux jeunes qui se sentent exclus des décisions publiques et encore et aux décideurs publics? C'est justement votre mot de la fin. Le message aux décideurs publics, c'est de dire que l'essentiel n'est pas de concevoir des politiques et des programmes pour la jeunesse. Il faut à terme que ces programmes proposés soient efficacement mis en œuvre pour que tous les objectifs visés soient atteints et les effets et impacts soient visibles. Et mon message à l'endroit de la jeunesse béninoise, c'est qu'aujourd'hui, le mot chômage, emploi ne doit plus être de l'os coincé dans la gorge. Il faut gagner sa vie, il faut faire les meilleurs choix en tenant compte de ses propres réalités et apporter à la société des idées neuves, de l'énergie et de l'innovation. Donc le jeune doit faire l'option d'être actif et se faire valoir, savoir se vendre, quel que soit son statut et ses conditions, car abandonner, c'est échouer d'avance. Et aussi savoir apprécier ses propres capacités et ses besoins et agir afin de se rendre utile soi-même, pour soi-même, sa famille et pour sa nation. Alors, merci. Le temps est notre seul maître sur ce plateau. Il nous ordonne justement de conclure. Merci, monsieur Max, Franck Arwandjinou. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, alors, madame. Je rappelle que vous êtes économiste financier, consultant international, chef d'entreprise et deuxième adjoint au maire de la commune de Zagna-Nado. Voilà ces profils qui justement nous ont permis d'aborder les tours et contours du thème de ce matin, jeunesse et politique publique, quel levier d'appropriation des enjeux et des opportunités par les jeunes. Alors, fidèles amis de la matinale, une jeunesse informée et engagée demeure un levier essentiel du développement local et national. Merci de nous avoir suivis. C'était la rubrique L'invité de la matinale. Votre émission, la matinale, se poursuit par ici.